Et parti. je pense que c'est parti. Bonjour à tous. Alors, petit test technique, est-ce que vous nous voyez bien et est-ce que vous nous entendez? Vous avez un chat normalement qui vous permet de nous répondre. Donc, avant qu'on lance le Bien, voilà, sujet. 2, 3 oui, et comme ça, on est sûr que tout fonctionne bien. Alors, Je vais pour l'ouvrir. l'instant, il n'y a pas de message. Ah, on a Ça eu y un est, pouce en on a l'air. Catherine qui nous a mis un pouce. Merci Catherine de nous mettre un pouce. On voit le chiffre qui est en train d'augmenter tout doucement, Raphaël. Ouais, effectivement. Déjà 37 personnes qui sont là. Coucou, bonjour Bonjour, ça Emmanuel, marche. Jacqueline. Ok. Bon, bah top. Top, top, top. Écoutez, on est très heureux de pouvoir co-animer ce webinaire. Moi, je suis très heureux d'être avec toi, Boris, et merci d'avoir accepté mon invitation sur ce sujet assez passionnant et infini. Alors, en termes de timing, on va essayer de respecter le délai des 45 minutes, mais si jamais ça doit déborder un petit peu, hein, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est On peut OK. faire 46 minutes. Et sachant que, bah, vous l'avez compris, il y a ce chat qui vous permet de poser des questions au fur et à mesure de notre avancée dans le webinaire et on prendra un temps pour y répondre à la fin de notre présentation. Et sachant que Leslie, qui est avec nous en back-office, vous partagera notre petite présentation PDF pour voilà, que vous puissiez garder l'essentiel de notre discours. C'est la fée Clochette de notre webinaire. Exactement. Elle est derrière, elle gère tout, elle va vous partager du contenu et puis elle va aussi regarder vos questions. Donc effectivement, comme le disait Raphaël, n'hésitez pas au fur et à mesure de ce qu'on échange, vous pouvez écrire dans le chat et Leslie fera une sélection des premières questions sur le temps de questions-réponses. Exactement. Bon, bah, je vois Fabien qui nous dit au top. Géraldine, tout est OK. On est parti. On est parti. Ouais, je vois que le nombre augmente encore un peu, mais on peut commencer tranquillement. Peut-être on fait une petite présentation. Bien pour commencer. Ouais, vas-y, je te laisse la parole et je terminerai. Ah bah écoute, ravi. Merci Raphaël. Donc effectivement, merci de m'avoir invité sur ce webinaire. Je suis Boris Lehmann, je suis coach professionnel, certifié formateur et certificateur au Centre de l'intelligence émotionnelle. Donc j'ai vraiment cette double casquette d'être un formateur, un certificateur et un superviseur de ce modèle EQI de l'intelligence émotionnelle et d'un autre côté, d'en être un grand praticien et de l'utiliser tous les jours dans mon cabinet depuis maintenant une petite dizaine d'années. Voilà, et c'est pas pour rien que je t'ai invité là-dessus, hein, tu l'as compris. De mon côté, donc je m'appelle Raphaël Ben Saïd, je suis conférencier, formateur et coach certifié en intelligence émotionnelle également. Donc ça va faire 10 ans que je suis dans ces métiers de l'accompagnement et j'ai rejoint donc il y a à peu près 3 ans les équipes du Centre de l'intelligence émotionnelle pour pouvoir appréhender cette compétence qui est clé et qui permet de pouvoir se sentir bien le plus souvent possible en comprenant ses émotions et le besoin qu'il y a derrière. Donc, on va aujourd'hui axer cette intelligence émotionnelle avec ce sujet du leadership pour voir comment l'intelligence émotionnelle peut aider à mieux leader, mieux manager, se sentir mieux aussi dans cette position-là. Donc, je vais vous afficher quelques questions là en mode sommaire pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on vous a concocté. D'ailleurs, moi, je vais, le temps que ça s'affiche, rebondir sur un élément que vient de partager Raphaël, puisque les deux termes ont été utilisés, manager et leader. Hein, on garde vraiment à l'esprit tout au long de ce webinaire que manager, c'est une fonction. Leader, c'est un état, hein, c'est un comportement. Le leadership est comportemental, le management est beaucoup plus technique. Et on va essayer de parler du leadership par l'intelligence émotionnelle. Exactement. Donc voilà les 5 questions phares qu'on a prévu d'explorer avec vous. Donc qu'est-ce qu'un leader efficace aujourd'hui? On parlera peut-être de cette efficacité en termes de performance émotionnelle. Deuxième question, et si l'intelligence émotionnelle était la compétence la plus stratégique du leader? Troisième question, qu'apporte l'IE dans la posture managériale?
4e question, quels impacts concrets au sein des équipes? Donc là, on va, avec Boris, vous partager des cas concrets, vécus en entreprise de par nos accompagnements. Oui. Et enfin 5, quel levier activer pour développer un leadership émotionnel durable? Puisque l'idée, c'est pas de se sentir mieux ou de mieux comprendre ce que c'est le temps d'une journée ou d'une semaine, mais vraiment de façon concrète pour que ce soit plus sympa à la fois pour ce manager, pour ce leader, mais aussi pour ses équipes. Donc, on va faire en sorte avec Boris de travailler sur tout ça. J'enlève le slide, voilà, pour rester vraiment connecté avec vous, et on vous affichera les slides au fur et à mesure quand ce sera vraiment nécessaire. On démarre un peu par la série de questions, Raphaël, si tu es OK. Qu'est-ce qu'un leader efficace aujourd'hui? Et peut-être cette définition un peu du leadership? Exactement, Boris. Je te laisse commencer si tu veux, et je compléterai. Le leadership, moi, je reviens vraiment sur cette définition de dire que c'est c'est la complémentarité réelle du management. Le management reste une fonction d'encadrement. Le leadership est un état représentatif de la personne qui représente cette fonction de manager. Et nous, ce qu'on va essayer de définir, c'est que ce leadership, qui est donc une posture comportementale, peut tout simplement être développé avec l'outil de l'intelligence émotionnelle. Exactement, je rejoins complètement ce que tu es en train de dire. Le leadership, c'est quelque chose qui peut se développer. Pourquoi? Parce que avec l'intelligence émotionnelle, on peut travailler ça. Et le gros avantage de l'intelligence émotionnelle, c'est qu'on n'est pas sur quelque chose de figé. On est sur des compétences qui peuvent se travailler, se développer. Je donne un exemple tout bête, mais quelqu'un qui n'a absolument pas confiance en lui peut travailler cet aspect-là. Quelqu'un qui est particulièrement pessimiste peut devenir plus optimiste, et c'est comme ça sur les 15 compétences de l'intelligence émotionnelle. Et le leadership, ce qui est bien, c'est que voilà, ça fait partie des choses que l'on peut travailler avec l'intelligence émotionnelle. Maintenant, Boris, peut-être, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Est-ce que tu veux qu'on aborde aussi cette question? Oui, moi je pense que c'est impératif même de commencer par là, parce que l'intelligence émotionnelle, c'est l'association de 2 termes, et ces 2 termes dont on n'a pas assurément tous la même version de la définition. D'ailleurs, même les grands protagonistes de l'intelligence émotionnelle donnent parfois des définitions différentes. Mais comme tu le sais, je suis un grand amateur de la vulgarisation des choses pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Et j'aime bien définir l'intelligence émotionnelle par ce principe d'une conscience augmentée sur nos signaux émotionnels. Nos émotions sont des signaux physiologiques, ils sont communs à l'être humain, à l'animal, on le sait depuis Darwin. Et cette intelligence émotionnelle, c'est cette conscience sur ces signaux, et c'est le travail que l'on va faire sur ces signaux et sur la conscience augmentée. Donc, je définis l'intelligence émotionnelle comme un outil très comportementaliste sur lequel on peut travailler, que l'on peut développer, et qui se situe dans cette zone de la conscience. Exactement, j'aime beaucoup ta définition, et moi aussi, je n'aime pas le jargon. Et en formation, j'aime bien définir l'intelligence émotionnelle avec la phrase suivante, qui est que finalement, l'intelligence émotionnelle, c'est se sentir bien émotionnellement parlant le plus souvent possible. Alors maintenant, attention à ne pas prendre cette phrase dans un monde de bisounours. Se sentir bien, ça ne veut pas dire rejeter la colère ou rejeter la tristesse ou la peur et faire semblant finalement d'être toujours joyeux. Non, c'est pas du tout ça. Si j'ai besoin d'être en colère, je le deviens. Si j'ai besoin d'être triste, je le suis, etc., etc. En revanche, plus longtemps je vais faire durer ma colère et moins je serai intelligent émotionnellement. Donc finalement, se sentir bien le plus souvent possible, c'est être suffisamment conscient, je reprends ton terme, de ce qui est en train de se passer en moi pour adopter après ça un comportement qui soit le plus constructif et le plus sain, que ce soit pour moi comme pour les autres, parce qu'une colère, elle fait du mal à soi, mais elle peut aussi se déverser de façon assez négative sur les autres. Bon, je prends l'exemple de la colère, mais vous l'avez compris, c'est valable avec les autres émotions. Donc effectivement, l'intelligence émotionnelle, et c'est ça qui est génial, c'est que c'est quelque chose qu'on peut développer et travailler en permanence, peu importe notre niveau en termes des différentes compétences qui la composent. Il y a toujours la possibilité de mettre en place des actions, puisqu'en plus de prendre conscience des choses, il faut aussi passer à l'action. C'est ça qui va donner des résultats différents. Maintenant, je fais juste un petit rebond sur ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, là,
as cité une des 15 compétences de l'intelligence émotionnelle dans ton exemple. Tu as parlé de la flexibilité, qui est une compétence clé de la Exactement. gestion du stress, cette adaptation à une colère qui peut naître. Et on sait que dans le cadre professionnel, elle est présente. C'est comment je l'accueille, comment je l'utilise et comment je m'y adapte. Parce que c'est vrai que cette intelligence émotionnelle, sur ces 15 compétences, elle a un vrai rôle clé qui est centré sur l'adaptabilité. Et c'est comment je vais m'adapter mieux que ce que je ne faisais avant. Exactement. Je te laisse prendre la suite. Oui, non, j'allais dire maintenant, si on fait la combinaison de nos deux sujets, finalement, un leader qui a développé son intelligence émotionnelle, qu'est-ce que ça donne? Même si on va rentrer un petit peu plus dans les détails concrets en entreprise, là, qu'est-ce qu'on pourrait dire justement sur à la fois l'aspect leadership, mais aussi avec l'IE développé, parce qu'on peut être dans cette posture de leader ou de manager, je reprends ce terme-là, mais sans forcément être un bon leader, donc sous-entendu avec l'intelligence émotionnelle développée. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement? Il y a un sujet de fond qui est souvent évoqué dans les entreprises, c'est cet apport à double levier. C'est que ça apporte à celui qui travaille dessus et qui a des responsabilités d'encadrement, eh bien tout simplement un meilleur fonctionnement, une meilleure adaptabilité dans ses comportements. Et ça donne bien évidemment aussi un apport à l'ensemble de l'équipe, parce qu'un leader qui sait qui sait avec intelligence émotionnelle communiquer et accompagner son équipe aura une influence positive sur l'ensemble de l'équipe. Et l'intelligence émotionnelle a vraiment ce rôle qui est à double levier, qui est sur soi et sa relation dans le collectif. Exactement. C'est ça aussi qui est intéressant avec l'intelligence émotionnelle, c'est le fait que ça va apporter un bénéfice individuel, comme tu l'as dit, mais aussi collectif. Alors maintenant, concrètement, qu'est-ce qui bouge dans les entreprises et pourquoi cette intelligence émotionnelle elle devient incontournable? Et c'est vrai qu'on va pouvoir partager certains exemples, mais moi je le vois presque au quotidien aujourd'hui. Les entreprises prennent de plus en plus conscience de l'importance de cette compétence-là qu'est l'intelligence émotionnelle parce que, quelque part, elles prennent aussi conscience du bien-être que ça va apporter chez le collaborateur ou dans l'équipe. Et cette notion de bien-être, parfois la démarche de la part de l'entreprise, elle est un peu sous l'effet de la mode. Voilà, on entend parler d'intelligence émotionnelle, nous aussi, comme les autres, on veut aborder le sujet, mais sans forcément avoir conscience de la puissance de cet outil-là. Et puis, au fur et à mesure de l'accompagnement, elles se rendent compte que ah mais c'est pas juste pour aller mieux ou c'est pas juste pour être un peu plus épanoui. Non, on va toucher énormément de compétences. Tu en as parlé tout à l'heure, la tolérance au stress, la résolution de problèmes, le contrôle des impulsions, les relations humaines, enfin plein de compétences qui, en tant que leader, sont quand même assez importantes. Et donc, au fur et à mesure de l'accompagnement, on va avoir des prises de conscience de la part des dirigeants, de ceux qui ont fait appel à nous, mais aussi des collaborateurs, en se disant, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi puissant. Et donc, l'effet de mode qui les a amenés de base devient quelque chose de beaucoup plus concret au fur et à mesure que l'accompagnement se poursuit. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses, Boris, sur voilà, ce changement de l'IE au sein des entreprises? Je te rejoins et c'est vrai que l'intelligence émotionnelle, elle va en poupe en ce moment. Il suffit d'aller sur tous les moteurs de recherche, regarder les classements des soft skills, ces fameuses compétences des managers et des leaders, Harvard Business Review, Forbes, Management, à peu près toute la presse aujourd'hui va classer dans le top 3, quand on ne sait pas la Palme d'Or, l'intelligence émotionnelle comme étant certainement le package, parce que c'est un package, il n'y en a pas un, c'est un package de soft skills qui permettent vraiment à un leader tout simplement d'avoir une meilleure posture, d'avoir une meilleure adaptabilité et d'avoir une meilleure perception au sein de son équipe et de son collectif. Et tu parlais de prise de conscience. En fait, ce qui est assez amusant avec cette intelligence émotionnelle, c'est que quand on l'aborde dans une entreprise parce que c'est le sujet du moment, on se rend compte et les entreprises se rendent compte très très vite à quel point c'est hyper pragmatique. C'est un outil pratico-pratique, ça n'a rien d'ésotérique, alors que parfois c'est accueilli de cette façon-là en disant oui, bon, c'est un peu de la QVT, qualité de vie au travail, je vais les aider à aller mieux, ça sera pas mal.
et se rendre compte très rapidement que c'est pas du tout ça. Que c'est dans de la technique comportementale et que nous, on travaille précisément sur les comportements de la personne dans des situations clairement données avec des objectifs hyper qualifiés et qu'on a l'outil pour faire switcher ces comportements. Complètement. Et puis des objectifs aussi qui sont sur mesure par rapport à ce que la personne pourrait manquer en termes de compétences d'intelligence émotionnelle, en s'appuyant aussi sur ses forces, hein, parce que dans l'intelligence émotionnelle, il y a certaines compétences qui peuvent être développées, d'autres qui le sont peut-être un peu moins. Donc on va s'appuyer un petit peu sur tout ça. Je voyais juste un commentaire là, de Leslie qui vous incite à poser vos questions. Vraiment, hein, n'hésitez pas à les écrire là dans le chat. Nous, ça nous permettra de revenir dessus à l'issue de notre présentation. Et on a Maintenant, maintenant, un exemple? Ouais, peut-être même avant ça, Ouais. comme tu dis, il y a cette intelligence émotionnelle là qui est un petit peu en mode, mode justement. On pourrait peut-être afficher ce slide sur ce que c'est et ce que ce n'est pas, puisqu'il peut y avoir pas mal d'idées reçues sur ce qu'est l'intelligence émotionnelle, ce que n'est pas. Donc, je vais afficher ça. Si Leslie, tu peux valider l'affichage de ton côté. Hop, voilà, parfait. Donc là, on a noté quelques points, hein, mais on va les explorer avec Boris. Moi, déjà, ce que j'entends souvent, je sais plus là si je l'ai noté, mais bon, peu importe, c'est qu'il y a pas mal de personnes. Alors, deux choses. Il y a pas mal de personnes qui me disent, tu sais, moi, Raphaël, mon QI, donc mon quotient intellectuel, est très développé, ou alors est peu développé. Donc voilà, j'ai pas trop de surprises par rapport à l'intelligence émotionnelle. Je sais qu'elle va être identique à mon QI. Alors ça, c'est une première idée reçue hein, qu'on démonte aussi en, en formation. Il n'y a effectivement aucun lien entre le QI et le QE. Ce sont deux intelligences dont nous avons besoin, évidemment, et il n'y en a pas une plus importante que l'autre. Hein. Je ne veux pas faire de hiérarchie entre les deux, mais effectivement, ce n'est pas parce que je vais avoir un QI développé que j'ai forcément un QE développé. Ou à l'inverse, ce n'est pas parce que j'ai un QI faible que mon intelligence émotionnelle est faible. C'est-à-dire que le QI, ça va être cette intelligence un petit peu plus logique, notre compréhension des choses. Et puis, le QE, ça va être cette intelligence. Tu l'as dit d'ailleurs en introduction, hein, il y a bien deux mots. Il y a intelligence, certes, mais il y a aussi émotionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire en termes de comportement une fois que l'émotion est survenue. Ça te parle, Oui, toi, Boris, ce que je partage là? complètement. Et ce qu'on entend beaucoup dans l'approche au départ de l'intelligence émotionnelle, faux amis aussi peut-être, c'est que certaines personnes viennent en disant bah, c'est bien, je vais travailler l'intelligence émotionnelle parce que moi, en ce moment, la gestion des émotions, c'est un sujet important. Et la gestion des émotions, le principe d'émotivité, c'est-à-dire d'expression de l'émotion, mais c'est pas de l'intelligence émotionnelle en soi. Ce sont là aussi deux choses différentes. L'intelligence émotionnelle est vraiment une structure, encore une fois, comportementale. D'ailleurs, les outils qu'on utilise s'appellent des inventaires. Hein, ce sont des auto-perceptions d'un client qui va s'auto lui-même évaluer dans la disponibilité de ressources de chacune de ses compétences. Et on va voir le lien qui existe entre elles. Et c'est ça qui va déterminer des comportements. Donc, encore une fois, je reviens toujours là-dessus parce que en tant que praticien, je trouve ça assez essentiel quand je rentre dans une entreprise avec ça. On aborde des sujets pratico-pratiques. On aborde des comportements humains. Et l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment ça. C'est un lot de comportements identifiés dont nous sommes tous propriétaires. La seule chose, c'est que nous ne les utilisons pas de la même façon. Et c'est ça notre travail sur l'intelligence émotionnelle. Exactement. Et je reviens sur cette question de l'émotivité. Hein. On a beaucoup de personnes, je pense que tu en as toi aussi, Boris, qui nous disent ah, mais moi, je suis très émotif ou très émotive, donc je ne suis pas intelligent émotionnellement. Et non, l'intelligence émotionnelle ne mesure pas l'émotivité, mais bien les 15 compétences qui vont permettre de. Alors oui, peut-être que l'intelligence émotionnelle va aider à gérer peut-être davantage cette émotivité, mais c'est pas parce que je suis quelqu'un d'émotif que je ne suis pas intelligent émotionnellement. Donc ça, c'est assez intéressant. Fabienne, on a vu ta question, on y reviendra à la fin. Et voilà, d'ailleurs, comme Fabienne, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, il y a un autre point que j'aimerais explorer là, c'est
un outil de manipulation ou de contrôle émotionnel, tu vois, dans ce que ça n'est pas. Mmh. Il y a pas mal de collaborateurs qui ont cette crainte de mais voilà, qui va voir mes résultats, comment ça va être utilisé, donc est-ce que je dois répondre vraiment comme je suis ou comme il faudrait que ma hiérarchie aimerait que je sois, etc. Et en fait, ça c'est quelque chose qu'on vient vraiment explorer avec les dirigeants et le collaborateur concerné pour dire voilà, l'objectif n'est absolument pas de partager les résultats, ça c'est confidentiel et propre à celui qui va passer son inventaire, son diagnostic. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir y répondre de la façon la plus naturelle possible pour ensuite mettre en place des actions concrètes. Et ça, il y a souvent ce truc-là de dire, mais si je passe cet outil, ça va être utilisé à mauvais escient. Non, ça va pas être utilisé par d'autres, ça va être utilisé par la personne concernée dans le but d'aller améliorer soit le leadership, puisque là, c'est le sujet du jour, mais les autres compétences sont évidemment concernées. Oui, et puis je rebondis sur ce que tu racontes là. Il y a aussi encore une fois une légende sur ce sujet de l'émotion qui serait de dire développer son intelligence émotionnelle, et ben après je serai plus moi-même, ce sera je vais m'adapter, mais est-ce que je m'adapte vraiment? Puis moi dire oui, comme c'est écrit au début, être gentil, dire oui à tout le monde, c'est pas mon but. En fait, l'intelligence émotionnelle ne va en aucun cas sur ce terrain. On n'est pas du tout dans, encore une fois, ce système de comment je régule mon émotion. Il y a d'autres techniques pour ça et d'autres sujets. En tout cas, c'est pas le nôtre. Et c'est juste de dire, voilà, de l'intelligence émotionnelle, on est bien sur un principe de développement d'une intelligence. Une intelligence qui passe par la conscience, une conscience qui passe par nos comportements et nos comportements qui s'améliorent et qui ne s'améliorent pas au sens de tout le monde va mieux m'accueillir, qui s'améliorent au sens de la performance et de l'efficacité du comportement d'un manager et d'un leader. Exactement. Et ce que tu me dis, ça me fait penser à cette notion d'équilibre et de déséquilibre qu'il y a dans les compétences de l'intelligence émotionnelle. Donc, vous l'avez compris maintenant, hein, il y a 15 compétences, dont l'optimisme, l'amour-propre, la conscience de soi émotionnelle, bref. Il y en a suffisamment pour pouvoir utiliser cette intelligence émotionnelle au quotidien, et c'est exactement le cas, hein, qu'on en ait conscience ou pas. Et en fait, ça me fait penser, ça nous amène sur le sujet des cas concrets qu'on peut partager, si tu es d'accord, Boris. Bien sûr. Mais je pensais à un manager qui me disait, voilà, moi, mon problème, c'est que je suis trop empathique. Donc, je vais toujours dire oui, je vais toujours accepter les rendez-vous, les réunions, etc., etc. Et en réalité, le problème n'est pas que cette personne était trop empathique. C'est comme si maintenant, voilà, Boris, tu joues du piano et je te dis, écoute, là, tu joues un peu trop bien, tu pourrais jouer moins bien. Non, ça n'a pas de sens. Eh bien, en réalité, on s'est aperçu que cette personne n'arrivait pas à dire ce qu'elle pensait. Elle n'arrivait pas à exprimer justement son avis, son point de vue. Elle n'arrivait pas à dire non. Et en fait, là, c'est un déséquilibre qu'il y a avec, tu l'as compris, hein, évidemment, l'affirmation de soi. Donc, le problème n'est pas que la personne est trop empathique, c'est qu'elle n'arrive pas à utiliser son affirmation de soi pour dire à son collaborateur, écoute, là, je suis pas disponible, ou écoute, là, je suis un petit peu fatigué, c'est peut-être pas le bon moment, peu importe la raison, en réalité. L'idée n'est pas juste de dire non, mais de remettre à un autre moment plus opportun ou plus propice. Et c'est ça qui est, moi, je trouve, hyper puissant avec l'intelligence émotionnelle, c'est qu'on ne va pas se baser que sur une compétence pour dire bah là je suis pas bon donc c'est foutu. Non, je vais me servir des autres compétences pour venir faire grimper ce qui pourrait me faire défaut aujourd'hui. Ce qui est génial, je vais rebondir en fait sur ton exemple, parce que ce qui est génial dans cet exemple, donc déjà, c'est de comprendre ce lien. Effectivement, il y a 15 compétences. Elles sont classées, hein, ces 15 compétences, dans 5 univers. Et ces 5 univers, en fait, ce sont 5 objectifs de travail. Il y a un objectif d'une meilleure connaissance de soi, d'une meilleure communication, de construire des meilleures relations, d'avoir un meilleur fonctionnement de son processus décisionnel, avoir une meilleure gestion du stress. Et en fait, elles ont donc des liens entre elles, hein. C'est une systémie, tout ça. Et tu parlais donc de quelqu'un, d'un manager que tu as côtoyé qui avait trop, selon elle, trop d'empathie, et le lien qui existait avec cette affirmation de soi, la problématique était là, c'est qu'elle n'arrivait pas à avoir une prise de position, donc elle mettait les autres en avant. Et c'est très rigolo parce que
Ça m'a éveillé à une cliente, je vais complètement, bien sûr, par déontologie, taire l'environnement, mais c'est une grosse structure, un manager, grosse équipe, et qui, elle, avait complètement le déséquilibre en fait inverse. C'était D'accord. quelqu'un qui avait une affirmation de soi extrêmement forte, mais qui avait une empathie qui était très basse. Et donc, qui disait, moi, c'est moi qui dirige, je dis les choses, on me suit, ok, parce que c'est mon rôle, parce que je suis là pour ça, et puis j'ai pas langue de bois, j'ai pas... Et je lui dis, ok, enfin, on discutait avec comment c'est accueilli. Et elle me disait, voilà, bah, si je me soucie de tout le monde en plus, Bah oui. et au fond, de réaliser ce déséquilibre qui existait entre le fait que son affirmation de soi, elle était juste pas bien calibrée, et que si elle y ajoutait cette empathie, qu'est-ce que ça changerait dans son comportement? Elle a travaillé sur ça, et c'est très rigolo parce que c'est quelqu'un que j'accompagne 6 ans après sur un autre Ah oui. sujet, et on dit d'elle dans cette entreprise que c'est une des meilleures managers de la société. Et franchement, j'assure un truc, elle n'a pas fait bouger des millions de choses, cette femme. Elle a juste fait une grosse prise de conscience et elle a travaillé dessus. Et Oui. l'intelligence émotionnelle, il y a 2 mots. Ça vient pas de moi. C'est quelqu'un qui fait partie de notre belle équipe. Je rends à César ce qui appartient à César, donc ça appartient à Lucie Loras, la directrice du CIE. C'est sans motivation et sans engagement, on ne développe pas grand-chose. Et l'intelligence émotionnelle, nous, on a l'outil et notre boulot, et le boulot que les managers ont à faire pour leurs propres équipes, c'est de développer la motivation et l'engagement. Exactement. Et ouais, c'est comme tout objectif, hein. Si je le veux à 100%, mais que je n'y crois pas, bon, je vais peut-être pas réussir à l'atteindre. Si j'y crois à fond, mais que je ne le veux pas, donc sous-entendu motivation et volonté, bah, je ne pourrai pas l'atteindre non plus. Donc ça, c'est hyper intéressant. Alors, pour entrer peut-être dans un petit détail technique, mais je suis sûr que vous allez tous comprendre. Donc, il y a ces 15 compétences de l'intelligence émotionnelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque compétence est reliée à 3 autres compétences. Ce qui veut dire que ça nous donne un total. Là, on vous a donné un exemple de déséquilibre, mais on a un total de 45 connexions, ce qui veut dire qu'on est capable, de façon très précise, d'aller travailler ce qui aujourd'hui fait défaut. Alors évidemment, tout pourrait être sympa à travailler, mais si on peut travailler ce qui peut vraiment nous aider en ce moment, c'est encore plus pointilleux et c'est encore plus judicieux. Et c'est ça tout l'objectif de notre travail, c'est de cibler chez ce leader, chez ce manager, chez ce collaborateur, chez ce dirigeant, ce qui aujourd'hui l'empêche de pouvoir être totalement épanoui dans sa vie pro, mais évidemment ça a un impact positif sur la vie perso aussi, hein, l'un ne va jamais sans l'autre. Et l'exemple que tu as partagé, il est hyper parlant et ça rejoint un petit peu celui que moi j'ai partagé juste avant qui était à l'inverse, puisque en réaffirmant les choses, bah, ça a permis à cette personne d'oser dire non, hein. Il y a même des formations sur je veux apprendre à oser dire non. Et ça donne quelque chose de complètement différent. Et les bénéfices, ils sont à la fois, et tu l'as partagé, hein, ils sont à la fois sur la personne qui va vivre ce changement, mais aussi sur l'équipe qu'elle va gérer derrière, puisque ça va assainir les relations. Et là, ça fait appel aux relations humaines, qui est aussi une des compétences de l'intelligence émotionnelle. Ça va permettre de peut-être transformer les conflits en opportunités de mieux s'entendre. Bref, c'est vraiment quelque chose de complètement infini en quelque sorte. Il y a vraiment, il y a vraiment, encore une fois, cette notion du double levier de l'individuel et du collectif. Et d'ailleurs, on parle du travail qu'on fait sur une personne. La toute réalité, c'est que c'est un travail qui peut se démultiplier et on peut même arriver jusqu'à un travail dit collectif et à avoir une analyse. Tu disais tout à l'heure que les rapports, les contenus, en tout cas des résultats, sont confidentiels et bien évidemment, déontologiquement parlant, les contenus n'appartiennent qu'à la personne qui a répondu. Toutefois, on a la possibilité aussi de faire de la cartographie, c'est-à-dire de mixer des données d'une équipe, de les présenter, et cette fois, ça devient anonyme, et de bosser. Et là, j'ai encore un exemple éventuellement à partager qui est Bien sûr. sympa. J'ai travaillé avec un codir il n'y a pas très longtemps, 4 personnes, c'est un petit codir d'une jolie PME, et ce codir avait énormément de mal à se structurer parce que c'était une entreprise c'est une société en filiation, donc elle a été transmise du père à la fille. Et il y avait des conflits dans ce codir historique, de temps, mais moi j'ai plus d'ancienneté que toi, etc. Et à un moment, le fait qu'ils passent chacun
leur test d'intelligence émotionnelle, qu'ils aient un temps donné individuel et qu'ils travaillent sur du collectif, ils ont complètement revu la mécanique relationnelle de leur équipe. Et ils ont vraiment complètement, après avoir bossé sur eux, ils ont complètement changé même leur façon de diriger la société. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un petit impact. Ah bah C'est oui. des impacts qui sont dans la durée. C'est un client que je suis. euh, et vraiment, on voit et on mesure la performance par le travail qu'ils font. Et le petit point sur lequel je termine, c'est que en revenant aussi parfois avec des résultats, bah, c'est d'autres sujets selon des nouveaux objectifs qui naissent. Tiens, il faut que j'aille regarder cette compétence-là et son lien avec celle-là, parce qu'en ce moment, j'ai une difficulté, elle se situe là, ou en ce moment, j'ai besoin d'atteindre quelque chose et ça se situe là. Et on va aller effectivement, encore une fois, travailler individuellement et collectivement avec cet outil. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme tu l'as dit, on peut repasser son inventaire, son diagnostic, pour voir de façon très cartésienne les évolutions qu'on a pu mettre en place. Et d'ailleurs, vous voyez, depuis le début, on parle d'inventaire, de diagnostic et non pas de test, puisque c'est vrai que le test, lui, il peut avoir cette tendance à nous donner un résultat figé ou à éventuellement nous enfermer dans une case. Là, on est vraiment sur un diagnostic, c'est-à-dire un bilan. C'est un petit peu comme si vous alliez chez le médecin, que vous lui décriviez vos symptômes et qui vous répondait, bah, écoute, Boris, là, ce que tu as, c'est un rhume. Bon, bah, Mmh. c'est pas parce que Boris a un rhume que Boris est un rhume. C'est-à-dire que ce rhume, il va pouvoir évoluer. Alors, il peut empirer, mais il peut aussi disparaître et permettre à la personne de se trouver dans un état beaucoup plus confortable. Bien, l'intelligence émotionnelle, c'est exactement la même chose. On est vraiment sur une photo à un instant T de notre fonctionnement émotionnel. Alors, j'ai envie de partager là, puisque tu as été sur le terrain des formats d'intervention, et merci pour cette transition. Je vais Ouais. laisser Leslie nous afficher cette slide. Merci Leslie. Effectivement, là, on parle peut-être un petit peu plus d'individuel, mais vous l'avez compris, l'idée, c'est de permettre à toute l'équipe de se sentir mieux. Et donc, vous le voyez, il y a des formations sur mesure qu'on peut proposer, des formations catalogues aussi, des conférences, des ateliers, des accompagnements individuels, des diagnostics d'équipe aussi. Boris en a parlé juste avant. Et en fait, tout ça, ça permet d'avoir quelque part une sorte d'intelligence émotionnelle collective qui va être anonymisée, hein, évidemment, mais pour savoir bah, précisément, tiens, cette équipe, elle manque peut-être d'empathie ou d'amour-propre. Ou ça me fait penser, j'ai formé le coach sportif de l'équipe de France de basket. Et il m'a dit, mais je m'éclate avec cet outil parce que ça me permet non pas de retirer quelqu'un et de le mettre sur le banc parce que moi je pouvais penser que, mais d'intégrer tous les résultats de l'équipe dans ce diagnostic donc collectif pour savoir précisément où est-ce que l'équipe a besoin de travailler pour justement améliorer son intelligence émotionnelle globale. Donc là, on vous a mis quelques exemples hein, d'interventions possibles, mais en réalité, tout est absolument possible avec l'intelligence émotionnelle, que ce soit en individuel et en collectif. Hein, je ne mets même pas où, c'est vraiment et en collectif. Et je vois des questions hyper intéressantes là, Ouais, il y a des questions super sur lesquelles auxquelles on va répondre évidemment. on va pouvoir se poser juste après cette présentation. Ce qui est intéressant peut-être tout simplement de comprendre, c'est que cette intelligence émotionnelle est très 4-4. On lui voit ça dans les entreprises. Elle est pas clivante. Elle permet d'aller vers des vraies stratégies de construction ou de déblocage, bref, de transition d'un changement, quel qu'il soit. Ce ce qui est particulier quand même avec cet outil, c'est qu'effectivement, on peut construire des accompagnements qui sont totalement sur mesure, allant avec de la formation, du distanciel, du présentiel, des conférences. Mais ce qui est intéressant, c'est de garder cet équilibre qu'il va y avoir entre des temps individuels et des temps collectifs. Et c'est vraiment de savoir que j'aime mon temps pour moi, qui lui, comme on le disait tout à l'heure, bah, est tout simplement sécurisé par la confidentialité, et donc me laisse un temps de parole et d'expérimentation sur le travail que je fais, et des temps collectifs qui sont vraiment des temps sur la construction d'une intelligence émotionnelle d'équipe
ou d'entreprise, ou de culture d'entreprise, ou de valeurs d'entreprise. Donc, on balaye des sujets extrêmement larges, et c'est pour ça que je dis que c'est très 4-4, et ça devrait presque être fondamental, en fait, quand on dirige une équipe ou une boîte. Ouais, et ça évolue et tant mieux. Alors ça met un petit peu de temps, mais quand même, c'est des sujets qui deviennent de plus en plus pris en compte par les entreprises. On peut peut-être terminer sur la dernière slide avec cette phrase que tu nous as partagée, Boris. Donc effectivement, l'intelligence émotionnelle n'est pas un luxe humain, c'est un levier stratégique. Et comme tu l'as écrit, là où elle grandit, la performance suit, les talents restent et les équipes se dépassent. Et il faut prendre les mots vraiment avec le poids qu'ils ont et pas juste comme le fait de juste se sentir mieux. Je le dis comme ça parce que voilà, vous l'avez compris, il y a cet effet de mode qui veut faire croire qu'on fait tout pour. Là, avec l'intelligence émotionnelle, on a vraiment cette notion de performance, c'est-à-dire d'efficacité émotionnelle, cette notion de bien-être. Hein, dans l'outil, on a aussi quelque chose qui va mesurer le niveau de satisfaction du collaborateur. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'on sait tout de suite s'il y a un burn-out, une dépression, enfin quelque chose de grave. Et puis, quand on parle d'équipe qui se dépasse, on est sur un dépassement évidemment sain et voulu. Tu parlais de motivation et de volonté tout à l'heure. On n'est pas sur quelque chose de forcé ou de contraint. Ou voilà, l'idée c'est que chacun puisse comprendre l'importance qu'il va avoir à jouer et que tous ensemble, bah, ça va permettre d'apporter une meilleure cohésion, une meilleure harmonie. C'est un petit peu comme si bah, on était plus heureux d'aller tous les jours au travail et de se dire, bah voilà, là, j'y vais pas avec la boule au ventre, j'y vais avec l'envie d'apporter quelque chose de concret parce que je sais, soit en tant que manager, que je vais pouvoir apporter quelque chose d'hyper concret à mon équipe et d'hyper positif, ou soit en tant qu'équipe, en tant que collaborateur, de dire, bah, moi aussi, je peux apporter quelque chose d'hyper sympa à l'équipe et à mon manager puisqu'il en fait partie. Et c'est comme ça finalement qu'on va développer cet état de leader dont tu parlais au début, où on va transformer le manager en réel leader, donc vous l'avez compris, avec les caractéristiques de l'intelligence émotionnelle, donc développées. Il y a, c'est sûr qu'on pourrait rebondir comme ça, j'en suis sûr, pendant des heures. Après, on se connaît bien tous les deux. Mais vraiment, il y a une notion qui est derrière ce que tu viens de dire qui, je trouve importante à partager. C'est cette notion de contribution. Développer son intelligence émotionnelle, c'est aussi mettre un peu plus de sens autant dans ce qu'on fait, mais surtout dans ce qu'on est, et avoir ce sentiment de contribution. C'est de se lever et de se dire, tiens, je vais bosser, il y aura des difficultés aujourd'hui, il y aura des succès, enfin, il y aura la vie normale. Mais en soi, j'aurai un sentiment de contribution augmenté et une compréhension aussi du lien que j'ai avec les autres en tant que leader, parce que le leader reste, et il ne faut pas l'oublier, un meneur. C'est aussi ça, son rôle et sa posture. Donc, la notion de contribution chez un leader est essentielle. Et l'intelligence émotionnelle permet de le développer. Exactement. On a encore tellement de choses à dire, on pourrait rester des heures. Mais ce que je te propose, Boris, c'est peut-être de faire un tour sur les questions. Ça va peut-être aussi permettre d'apporter de la valeur en plus de tout ce qu'on vient de vous partager là. Et encore une fois, je voyais Leslie qui vous le disait dans les commentaires, mais voilà, il y a le site du Centre de l'intelligence émotionnelle sur lequel vous retrouvez énormément d'informations. Nous, on reste évidemment en contact avec vous pour soit répondre à d'autres questions, soit vous aider sur un projet en cours. Donc, Boris, si ça te va, je vois l'heure tourner aussi. On peut faire un tour sur les questions. Tu as bien accès, hein, tu as accès toi aussi aux questions. Bon, bah, parfait. Donc, je vais pouvoir arrêter le partage de notre document pour rester vraiment concentré. Moi, je vais faire la lecture de la première question qui est tombée, c'est celle de Fabien, et qui dit « Pourquoi l'intelligence émotionnelle est-elle aussi importante que le quotient intellectuel en milieu professionnel? Et comment créer le lien entre eux ou pas pour mettre des plans d'action en entreprise ?» Raphaël disait tout à l'heure qu'on ne va pas hiérarchiser, et je le rejoins complètement, les différentes typologies d'intelligence.
Toutefois, et là c'est très personnel ce que je partage, le quotient intellectuel dans le travail d'accompagnement ou d'entreprise, pour moi, non. Pour moi, ça, c'est un travail très individuel qui s'apparentera peut-être un peu plus à un travail thérapeutique qu'autre chose, d'aller connaître ses compétences apprises. L'intelligence émotionnelle est dans un autre univers et nécessite vraiment d'être considérée comme étant une utilité indiscutable. Elle est viable pour tout le monde et elle est une nécessité. Aller vers la connaissance de son quotient intellectuel est quelque chose de beaucoup plus personnel que de quelque chose de performatif dans la société. Je ne sais pas ce que tu en penses, Raphaël. Oui, non, mais je te rejoins et ça me fait penser aussi au CV. Et il y a quelques temps, pas si lointain, et d'ailleurs je crois que c'est encore certainement le cas à certains moments, mais on valorisait davantage un CV sur lequel la personne avait toutes les compétences techniques. Voilà, le CV, il est béton, il y a exactement tout ce dont on a besoin, mais humainement parlant, et donc au niveau de son intelligence émotionnelle, c'était pas forcément la personne la plus sympa de la Terre. Mais on allait quand même privilégier les compétences techniques, donc sous-entendu le quotient intellectuel, pour faire un raccourci rapide. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on va préférer peut-être quelqu'un qui n'a pas forcément toutes les compétences, mais qui va justement développer des valeurs d'envie, de motivation, de partage, de relations humaines, d'empathie, etc., etc., beaucoup plus que finalement l'inverse. Et ça montre que, et comme tu l'as dit, hein, en entreprise, le fait d'avoir un quotient intellectuel au maximum, est-ce que vraiment ça va me servir à quelque chose au quotidien? Je ne suis pas sûr. En revanche, si mon intelligence émotionnelle est basse ou, à l'inverse, très forte, là, ça va vraiment faire une différence sur le plan social, sur le plan émotionnel, sur le plan du bien-être aussi, et sur le plan de la performance. Donc Fabien, déjà merci pour ta question. Je ne sais pas si on y répond à 100%. J'ai l'impression que si, au vu de ton commentaire. Mais voilà, c'est vrai que cette intelligence émotionnelle, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que elle a ce gros avantage de pouvoir être travaillé, être développé. Le quotient intellectuel, il peut y avoir débat là-dessus, mais globalement, bon, qu'on le passe à 20 ans ou à 60 ans, c'est relativement le même résultat. Alors que l'intelligence émotionnelle, bah, on peut avoir des résultats vraiment complètement différents, à condition de mettre en place des actions, hein, vous l'avez compris. Mais c'est ça aussi qui est génial, c'est qu'on peut passer de quelqu'un, je donnais l'exemple tout à l'heure, de complètement pessimiste à complètement optimiste. Donc c'est assez génial de savoir ça. Et puis on a des dizaines, centaines de cas concrets sur le sujet. Donc voilà, on va vraiment en partager beaucoup. Je te propose qu'on prenne la suite. Alors, il y a Peggy qui nous dit deux choses d'affilée, mais en fait, je trouve qu'il y a un lien entre les deux. Pourquoi intelligence émotionnelle et pas compétence émotionnelle? Elle dit ensuite motivation intrinsèque, point d'interrogation. Elle parle du TAD, de la théorie de l'autodétermination, donc qui est liée notamment à la notion de compétence. Je crois que c'est une histoire de langage. L'intelligence émotionnelle n'est pas compétence émotionnelle. En fait, on pourrait même mettre les trois mots dedans, c'est-à-dire que l'intelligence émotionnelle, c'est savoir utiliser ses compétences émotionnelles intelligemment. Ouais. Là, on est dans de la dialectique que je trouve souvent un peu amusante. Ça pourrait s'appeler un outil qui s'appellerait le comportementaliste émotionnel, si on voulait aussi. Mais au fond, évidemment que c'est un outil de compétence. Clairement. On parle bien d'ailleurs et on l'utilise à chaque fois. Il y a à l'intérieur 15 compétences clés. J'utilise souvent la métaphore et tout le monde qui est passé dans mes mains, notamment au CI, le sait. J'utilise cette métaphore de la mallette de bricolage. C'est une mallette dans laquelle il y a 15 outils. Nous avons tous les mêmes, nous avons tous la même mallette. Chaque outil a bien une utilité et ils sont tous rangés par famille. Donc, ils sont rangés par paquet de 3, par famille de 3 outils. Et donc, si j'avais une paire de ciseaux, un cutter et puis une scie, eh ben, dans ma mallette, il y aurait des emplacements pour les découpants. Toutefois, l'outil seul ne me sert pas à faire énormément de travaux. J'ai besoin d'autres outils à l'intérieur de la mallette. Et c'est là que le sujet commence à être intéressant.
c'est comment je les utilise. À partir du moment où il y a utilisation, il y a outil. Outil en intelligence émotionnelle, c'est une compétence. Donc, on est vraiment là-dedans. Et pour la motivation intrinsèque, il y a quelque chose de plus... On va certainement chercher à la développer, cette motivation. Il y a un vrai développement, je crois, de motivation intrinsèque, donc de motivation du plaisir, que l'on va développer avec l'intelligence émotionnelle. Prendre plus de plaisir. C'est la personne dont je vous parlais tout à l'heure qui avait ce déséquilibre entre moins d'empathie et plus d'affirmation de soi. Lorsqu'elle a trouvé le moyen d'ajouter de l'empathie dans sa relation aux autres, sans tomber dans quelque chose qui la galvaude, c'est-à-dire ne pas être elle-même et ouvrir sa porte et faire du social du matin au soir, ce dont elle avait peur, c'était ça, la réalité qui se cachait derrière, et qu'elle a juste trouvé le juste dosage de je donne des temps d'écoute, mais ça se situe là, mais en fait, d'avoir un accueil, bah forcément, elle prend plus de plaisir. Donc oui, la motivation intrinsèque, gros développement. Voilà, moi, je répondrai sur cette partie. Ouais, complètement. Non, mais la question de Peggy sur intelligence ou compétence émotionnelle, elle me fait presque plaisir parce que ça montre, Peggy, que tu as tout à fait compris le sujet, hein. Que ce soit compétence, intelligence ou quoi que ce soit. L'idée, c'est vraiment de se dire que voilà, je ressens l'émotion. Là-dessus, j'ai pas la main, c'est une fraction de seconde, c'est presque une décharge électrique. L'intelligence émotionnelle, c'est ce qui vient juste après, c'est-à-dire quelles compétences émotionnelles je vais mettre en place pour adopter le meilleur comportement, c'est-à-dire celui qui sera le plus constructif pour moi comme pour les autres. Donc, merci Peggy pour ta question. Alors après, on a Raphaël, on a Albert. Alors, c'est marrant parce que Albert, il a fait juste une petite... il nous a fait une petite blague en tapant. Il a écrit « Les biais cognitifs sont-ils en lien avec l'IA ?» Alors, j'en sais rien, mais avec l'IE, je vais pouvoir éventuellement t'en parler, cher Albert. Je sais que l'IA, en ce moment, quand on tape, ça doit s'écrire tout seul comme ça. Oui, et évidemment qu'il y a un lien, et même un lien très tangible qui existe entre les deux. Le biais cognitif, c'est ce système-là, ce raccourci, cet automatisme qu'on va avoir dans notre façon de percevoir, de juger, de décider. Alors clairement, dans l'intelligence émotionnelle, on a un vrai travail sur le processus décisionnel. Et on sait d'ailleurs que c'est un énorme focus sur la partie manager-leader. On doit approfondir vraiment cette zone. Donc inévitablement, le lien qu'il y a entre les biais cognitifs et l'IE sont extrêmement nets. Parce qu'on va pouvoir questionner nos biais cognitifs par la lecture et la loupe qu'on aura mise sur cette partie du processus décisionnel dans l'intelligence émotionnelle. Alors, on a une autre question de Anne, et merci pour vos questions. Merci Albert. Il nous dit, avec quel outil développez-vous l'IE, PNL, ProcessCom, autres, etc. Déjà, il y a le diagnostic EQI qui permet déjà de mesurer donc l'intelligence émotionnelle avec les 15 compétences. Et d'ailleurs, je réponds en même temps à une deuxième question de Fabien qui demande la différence entre intelligence émotionnelle et empathie. L'empathie est une des 15 compétences de l'intelligence émotionnelle, donc on la retrouve dans la roue de l'EQI. EQI, c'est le quotient émotionnel, donc c'est l'outil le plus utilisé au monde pour mesurer justement cette intelligence émotionnelle et qui va nous mettre en avant tous les déséquilibres, donc vous l'avez compris, ce sont les écarts qu'il peut y avoir entre nos différentes compétences et plus précisément entre celles qui sont reliées entre elles. Et donc ça, c'est un outil qui va nous permettre de savoir, stratégiquement parlant, quelles actions je peux mettre en place pour développer telle compétence, tel déséquilibre, quels sont les impacts aussi professionnels, quel est le lien que j'entretiens avec ma compétence, et puis qu'est-ce que ce déséquilibre, s'il y en a, va apporter comme inconvénient ou éventuellement comme bénéfice, puisqu'il peut y avoir aussi des bénéfices. Donc, c'est un outil qui est assez puissant, mais j'ai envie de répondre aussi à Anne que n'importe quel type d'action peut permettre d'aller développer les compétences de l'intelligence émotionnelle. Si aujourd'hui, la PNL peut permettre de reprendre confiance en soi ou de se sentir mieux ou de mieux s'affirmer, indirectement, ça va aussi faire grimper cette intelligence émotionnelle. Donc, il n'y a pas que l'EQI qui peut aider à ça. En revanche, l'EQI permet d'avoir les résultats de façon presque cartésienne, on a les scores sur chacune des compétences, ce qui nous permet de pouvoir cibler, notamment, je refais le lien avec le leadership,
quelles sont les compétences qui me font défaut aujourd'hui en tant que leader ou en tant que manager. Donc voilà, j'ai fait un combo entre la question de Fabien et la question d'Anne. Sur la question de Anne, moi, je voudrais rajouter ce petit truc que je parlais d'un outil 4-4, mais c'est un outil qui marche très très bien avec les autres outils. En fait, il est très collaboratif. Cet outil EQI de l'intelligence émotionnelle, cet autodiagnostic là, hein, de cette perception qu'on a de nos compétences émotionnelles, c'est que ça fonctionne très bien avec la PNL parce que la typologie de questionnement de la PNL fonctionne extrêmement bien avec le scoring que l'on obtient en EQI. La process communication qui là est un outil dont je suis également partisan, mais qui est un outil de structure d'identité. Notre identité au cours de la vie ne change pas beaucoup. On peut travailler dessus, mais elle a peu de changements. C'est structurel. Et comme disait Raphaël tout à l'heure, notre intelligence émotionnelle, elle bouge tout le temps. Et quand on additionne la connaissance de sa structure à son comportement émotionnel, évidemment, on y gagne. Et alors, je pourrais, mais alors en citer tant d'autres, qu'on fasse du clean coaching, c'est génial avec l'EQI, qu'on fasse de la narrative, c'est exceptionnellement enrichissant d'être en capacité d'avoir ce type de questionnement à l'intérieur de cet outil qui est du quotient émotionnel. Donc, très additionnable. Et je pense que c'est intéressant parce qu'il arrive à s'immiscer un peu partout. Oui, complètement. Ça m'amène à la question de Marilyn qui nous dit: pour mieux appréhender l'intelligence émotionnelle, ne faut-il pas avoir de solides compétences en psychologie? Alors, si tu pars de la question de celui qui va passer son diagnostic, là, il n'y a pas besoin de notion, hein, c'est le coach ou le professionnel de l'accompagnement qui va l'aider à. Et si maintenant on se met dans la posture du coach ou du professionnel de l'accompagnement, parce que pourquoi j'utilise ces deux termes-là? Parce que l'EQI n'est pas la cible que des coachs, hein, c'est vraiment valable pour tous les professionnels de l'accompagnement, qu'on soit sophrologue, thérapeute. J'ai même formé un cardiologue une fois, donc tu vois, pour te dire qu'à partir du moment où on accompagne d'autres êtres humains, bah, on peut effectivement se certifier à cet outil. Et dans ce cas-là, je ne pense pas qu'il faut forcément avoir de solides compétences en psychologie. Alors, je ne sais pas exactement ce que tu veux dire par là, mais être professionnel de l'accompagnement, oui. Après, j'ai envie de dire, c'est l'outil qui va permettre à ce professionnel de mener à bien son accompagnement. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, Boris, mais voilà, moi, je ne suis pas forcément convaincu qu'il faut obligatoirement avoir de solides compétences en psychologie. Bon, je te rejoins. C'est pas un besoin. Je ne les définis pas dans ce cadre-là. J'ai accompagné des chefs des ventes. Aucune compétence. On parlait des outils qui se connectent bien. Donc, des chefs des ventes qui avaient tous déjà fait le disque, parce que c'est un outil qui est connu dans la vente. Donc, qui n'avaient pas de compétences en psycho, mais qui avaient une bonne appréciation de la relation humaine et notamment de la relation expérience client, et qui ont utilisé le QI vraiment pour gagner en expérience client, gagner en accueil, gagner en écoute, gagner en compréhension du besoin, gagner en déclenchement du processus décisionnel, etc. Et l'intelligence émotionnelle nécessitait pas d'avoir de la psycho, nécessitait d'avoir simplement une appétence à la relation. Et dans le domaine de la vente, ça marche. Dans le domaine du management, ça marche. Dans le domaine des métiers de l'accompagnement, ça marche. Dans les postures dirigeants, moi j'accompagne beaucoup de dirigeants. Dans les postures dirigeants, c'est un essentiel vital. Ouais, complètement. Donc, encore une fois, ça balaye large. Mais quand même, pour répondre à Marilyn, si tu as des compétences comme ça, ou quelqu'un qui aurait ces compétences-là, que ce soit en PNL, en TCC par exemple, bah oui, l'outil va aider à se servir finalement de ces compétences-là. Et comme le disait Boris tout à l'heure, c'est un outil qui va pouvoir s'immiscer avec n'importe quel type d'accompagnement. Donc c'est assez magique, c'est assez intéressant parce que peu importe la formation que tu as suivie en tant que professionnel, bah, tu peux utiliser cet outil pour accompagner n'importe quel type de personne, n'importe quel type de profil
et n'importe quel type d'objectif. C'est-à-dire que c'est pas un outil qui va être utilisé pour un seul objectif précis. Là, c'est vrai qu'on a axé notre webinaire sur le leadership, mais voilà, c'est un outil qui peut s'utiliser pour absolument tout. Moi, je voudrais rebondir aussi, et encore une fois, merci pour la richesse de vos questions, mais sur le dernier partage de Messaoud sur la différence entre sagesse émotionnelle et intelligence émotionnelle. J'aime bien m'accrocher aux mots, et c'est toujours par là généralement que je commence. La sagesse, si on associait les deux, la sagesse, c'est une forme d'apaisement humain que l'on a par l'expérience ou l'expertise de la vie. Si on y associe l'émotion, une sagesse émotionnelle, ce serait vulgairement une capacité à moins se laisser embarquer par l'émotion et à être dans un apaisement certain dans sa propre vie, ses propres choix, ses propres décisions et sa relation aux autres, encore une fois. L'intelligence émotionnelle, c'est un petit peu plus chirurgical que ça quand même au passage. On peut aller faire des retraites et des méditations pour aller acquérir certainement une sagesse émotionnelle. Je pense qu'on en a forcément tous besoin dans un monde qui bouge comme le nôtre. Mais toutefois, l'intelligence émotionnelle est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus pratico-pratique que ça. On n'est pas dans de la théorie, on est dans de la technique, avec un outil concret, mesurable, développable, analysable. On peut très vite déterminer un comportement, l'analyser, travailler dessus, faire des propositions de stratégie de développement de la compétence. Alors toutefois, additionner l'un à l'autre, c'est certainement merveilleux. Oui, exactement. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Merci Jacqueline pour ton dernier remerciement. Merci à tous. Leslie vous a mis le lien du site du Centre de l'intelligence émotionnelle, donc vous pouvez y aller évidemment et vous retrouverez énormément d'informations. Il y a aussi un comité de recherche sur lequel vous pourrez aussi trouver énormément d'informations. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et d'être avec toi, Boris. Merci d'avoir accepté ce binôme. Est-ce que tu peux dire mettre le lien sur LinkedIn aussi, peut-être du centre si alors, il me semble qu'elle l'a partagé, oui. Leslie vient de partager sur LinkedIn. Je vois un lien LinkedIn. Je pense que c'est ça. Voilà, connectez-vous. Il y a beaucoup d'infos. Ah oui, effectivement. Oui, exactement. Ouais, énormément d'infos. De l'avoir souligné, parce qu'effectivement, il y a je ne sais pas comment on appelle ça, je ne suis pas pro de LinkedIn, mais un groupe LinkedIn ou une page LinkedIn du Centre de l'intelligence émotionnelle sur lequel on partage énormément de choses, que ce soit des articles, des infos sur nos formations, des newsletters. Enfin voilà, il y a énormément d'informations. Vous l'avez compris, l'IE, c'est un sujet infini et c'est ça aussi qui fait que c'est passionnant. En tout cas, merci à tous. On a débordé un petit peu, mais c'était quand même agréable. Donc, merci d'être resté en ligne. Prenez soin de vous et puis à très bientôt avec grand plaisir. Merci Raphaël. Bye bye.